Eh ben, bienvenue tout le monde à ce nouveau webinaire de l'école Grace Code. Donc là, c'est Sébastien qui va nous présenter des profileurs mémoire. Donc, comment on alloue, pourquoi on alloue, comment est-ce qu'on fait pour savoir où ce qu'on a alloué se trouve, comment est-ce qu'on fait pour régler les problèmes qui peuvent arriver quand on alloue des choses sur des grosses machines. Donc j'en profite aussi donc pour vous rappeler donc ce webinaire est dans le cadre de l'école Grescott. Donc, c'est une école qui aura lieu du 1er au 12 juillet 2024 à Annecy. Donc, l'idée, c'est là, toutes les semaines, tous les jeudis matins à 10 heures, on va vous présenter un aspect, un cours, une partie de ce qu'on va faire à l'école. Donc, pas avec autant de détails forcément, parce que typiquement, vous ne pourrez pas pratiquer, mais vous montrer voilà, quelle technologie on va aborder, quel langage. Et donc là, typiquement, là, on a les allocations mémoire. La semaine dernière, on avait la précision. La semaine d'avant, c'était l'architecture CPU. La semaine prochaine, ça va être un peu de sorcellerie de calcul avec C++, C++ 17, 20, 23. Donc les nouveautés qui arrivent là-dessus. La semaine d'après, ça va être Rust. La semaine d'encore après, ça va être une introduction à l'architecture des GPU. Donc, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on fait avec ça. Et donc, l'idée, c'est d'avoir un webinaire par semaine jusque mi-mai à peu près. Et donc, voilà. Donc, cette école va être francophone, rediffusée dans, a priori, toute la francophonie. Donc, toutes les personnes qui veulent le diffuser, comme on rediffusera sur YouTube, bah, pourront suivre sans problème. On recense des sites satellites, justement, comme vous le disiez, Karim, tout à l'heure. Donc, si vous avez un centre de calcul que vous connaissez, des personnes qui administrent un centre de calcul que vous aimeriez bien aller les voir pour jouer nos cours, mais chez eux, parce que c'est plus près, parce que c'est plus pratique, parce que vous le connaissez bien, bah, demandez-les de s'inscrire chez nous et d'embêter Karim, justement, de lui envoyer des mails pour lui dire qu'ils veulent participer. Donc là, pour l'instant, on a 3 centres qui sont satellites. Mais voilà, la liste va se compléter au fur et à mesure. On espère qu'elle soit prête pour les inscriptions de l'école, donc c'est-à-dire à partir du 1er avril. Là, pour l'instant, il y a 3 sites. On espère en avoir une bonne dizaine, voire peut-être un peu plus à terme. Et ben, sur ce, je donne la parole à Sébastien. Je vous souhaite un bon webinaire. Ok, bien ben bonjour à tous. Et donc aujourd'hui on va parler d'un petit aspect de la programmation qui est pas toujours plaisant, à savoir les allocations mémoire. Alors et on va s'intéresser à donc pourquoi et comment est-ce qu'on profile ce qui se passe derrière notre programme pour essayer de faire mieux. Donc là, les travaux que je vais présenter, c'est des travaux qui sont dédiés. Donc moi, je viens de ce domaine-là puisque j'ai fait ma thèse moi sur la gestion de la mémoire en mode HPC, hein, donc au CEA et à l'université de Versailles. Et après ma thèse où j'ai développé donc un allocateur mémoire parallèle et NumaWare et puis bon quelques travaux dans le noyau Linux, j'ai développé en postdoc là-bas Malt qui est un profileur mémoire donc que je vais vous présenter ici. Et puis un peu en projet d'à côté, j'ai étendu Malte pour en faire un profiler Numa pendant que j'étais au CERN en postdoc là-bas. Donc ces deux projets sont maintenant open source, hein, donc ils sont accessibles facilement en ligne. Donc la motivation. C'est que ben aujourd'hui on a des machines qui ont gonflé, gonflé, gonflé. Alors vous l'avez sûrement tous perçu sur la question du nombre de cœurs qu'on a à disposition, hein, plus de processeurs, plus de cœurs, tout ça, plus de disques. La mémoire, évidemment, n'a pas échappé à ça. On a de plus en plus de mémoire disponible. Alors, on trouve maintenant, c'est faisable aujourd'hui de trouver des serveurs où on peut aller trouver jusqu'à 1 téraoctet de mémoire disponible sur le même serveur. Ça veut dire des difficultés supplémentaires pour les gérer, hein, puisqu'il y a plus de choses à gérer, forcément. En prime, comme on a plus de mémoire, on va y mettre des applications plus compliquées. Donc, elles vont aussi faire beaucoup plus d'allocations, au-delà de juste des plus grosses. Un petit exemple moi que j'avais pendant ma thèse, alors c'était il y a 10 ans, un peu plus de 10 ans maintenant, donc on peut presque trouver pire aujourd'hui. Moi le code qui m'intéressait c'était 75 millions d'allocations en 5 minutes sur une machine de taille raisonnable. Un petit serveur, on va dire, c'était 16 cœurs que je manipulais pour tous les jours. Voilà, alors bon 16 cœurs à l'époque, bon aujourd'hui un serveur un peu cossu c'est 250 ifreds assez facilement.
Ça, c'est pas forcément fait pour aider le système de gestion de mémoire qui est en dessous au niveau du noyau et puis de la couche système. Et puis bah tout ça c'est caché dans des applications qui forcément, vu qu'on avance au cours du temps, deviennent de plus en plus compliquées, hein, on pourrait dire huge entre guillemets. Alors, pour ce qui m'intéresse moi en C, C++, Fortran. Alors pour ce qui est de Malt et NumaProf, ils peuvent aussi faire du Rust, même si je teste pas tous les jours pour voir si ça suit. Et donc voilà, typiquement moi les codes sur lesquels je travaillais au CEVA, c'était une simulation numérique en C++ qui faisait 1 million, à peu près 1 million de lignes de C++. Voilà. Évidemment, quand on se retrouve avec un code qui est aussi gros, bah, on a souvent perdu le détail dans notre tête de ce qui s'est passé en route. Alors après, comment est-ce qu'on comprend où est-ce qu'on a fait une erreur? Voilà la question. Et puis bon, bah, dans la difficulté, bah, il y a des problèmes supplémentaires qui se posent au-delà de juste gérer la quantité de mémoire, à savoir bah, le NUMA, hein. Aujourd'hui, on a deux processeurs dans une machine. Il y a une dissymétrie qui se crée en fonction de où est-ce qu'on va placer les données. C'est-à-dire qu'on va pas pouvoir les placer n'importe comment pour tirer de la performance. Alors, suivant ce qu'on fait, on va pouvoir s'éviter ce problème, mais dans certains cas, on va y être confronté. Et puis, bah, ce qu'on appelle le memory wall, c'est-à-dire que, bah, voilà, au niveau aujourd'hui, hein, un processeur, ce qui le ralentit, c'est pas sa fréquence en général, c'est plutôt sa capacité à accéder aux données qui sont dans la mémoire. Donc, en général, un des problèmes majeurs qu'on a aujourd'hui sur une machine, il vient aujourd'hui, en général, ou en tout cas pas dans 100% des cas, mais assez souvent plutôt de là en premier. Donc voilà, moi à la sortie de ma thèse et de mes postdocs, on va dire la petite phrase que je peux voilà, mon petit laïus que je peux dire en général, c'est vous devez comprendre ce qui se passe dans votre application, hein, les caractéristiques mémoire de votre application et alors surtout quand on fait du HPC. Alors pas que, mais on va dire qu'en HPC c'est clairement vital en général pour s'en sortir. Je peux donner un petit exemple, voilà, qui est tiré de mes travaux de thèse. Donc moi en thèse, voilà, je travaillais sur une grosse simulation numérique, multimatériaux, multiphysique, qui tournait sur un des gros supercalculateurs au CEVA. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'était d'étudier justement sur des gros nœuds NUMA qu'on avait à l'époque, donc 16 processeurs dans la même machine. Hein, ça commence à faire quelque chose d'assez cossu. Pour à l'époque, vu le nombre de cœurs qu'on avait par processeur, ça faisait une machine avec 128 cœurs, ce qui à l'époque était assez challenging d'un point de vue opérationnel. C'est plus facile aujourd'hui. Et donc là, on a un exemple, voilà, l'application, si on la fait tourner avec la glibc, par exemple, en termes de performance, bon, on a un temps d'exécution, on va dire, allez, 300 secondes, 5 minutes. Et puis, bah, moi, à l'époque, j'étudiais un petit peu les différents allocateurs mémoire qui existaient. Donc, bon, je vais pas rentrer dans les détails ici, mais on va dire qu'il y en a deux majeurs aujourd'hui qui sont disponibles, qui sont JE-Malloc et TC-Malloc, les meilleurs du marché, on va dire. Bon, bah, le meilleur du marché, malheureusement, sur cette application-là, bah, voilà, en termes de temps, bah, c'était pas vraiment la panacée. Donc voilà, moi, mes travaux de thèse, c'était d'étudier un petit peu ces questions-là et donc de développer un allocateur mémoire qui était dédié, on va dire, aux problèmes qu'on avait sur ce type d'application. Voilà. Notamment pour gérer le multithreading et les questions du NUMA pour les problèmes qu'il y avait. Et donc on voit que on peut, donc sans rentrer dans les détails, arriver à réduire très drastiquement le temps d'exécution de l'application juste en changeant l'allocateur mémoire. Hein. Là, j'ai pas ni recompilé l'application, ni changé la moindre ligne. On a juste changé l'allocateur qu'on a en dessous et on a gagné un facteur voilà, un peu plus que 2 sur le code. Alors, sur une machine qui est très difficile, qui a un contexte compliqué, qui était bon pas très mature aussi, mais on voit que des fois, dans certains cas, on peut se retrouver avec des impacts assez énormes en fait d'erreurs qu'on a pu faire dans notre gestion de cette mémoire. Voilà. Alors, sans rentrer dans les détails maintenant, on voit aussi qu'un autre sujet qu'on va avoir, c'est la consommation, hein, puisqu'on dit bon, peut-être que vous êtes confronté à ça dans vos laboratoire. En général, c'est plutôt le premier problème qu'on va se poser, c'est bon bah je lance sur mon serveur, mon truc il consomme trop de mémoire et je suis coincé. Donc notamment cette application, c'était le cas aussi, au-delà de la question de la performance. Et typiquement, nous, ça nous intéressait au départ de regarder différents allocateurs, c'est que bah quand on avait regardé avec différents allocateurs, bah, on se rendait compte que bon, la glibc, hein, on a dit tout à l'heure, c'était la plus performante en termes de vitesse, mais en termes de consommation mémoire, on avait aussi un gap en changeant les autres allocateurs, d'accord. Typiquement JE-Malloc, bah voilà, on gagnait, donc là on passe de 3 gigaoctets à 2 gigaoctets, ben voilà, un tiers de la mémoire en moins, ce qui permet normalement de pousser plus loin ce qu'on va calculer si on a gagné ça. TCMalloc, qui est l'allocateur de Google, bon là, il se trouve que sur cette application-là, lui, il réagit très mal. Hein. Ben là, on voit que les gaps, c'est pas 10%, quoi. Voilà, dans certains cas, ça peut être énorme. Ouais. Non, bon.
je vais pas entrer plus en détail dans les travaux de thèse que j'ai fait là-dessus, mais voilà un peu la motivation du sujet, c'est de dire que bon, cette question-là est pas anodine en fait, au moins pour un certain nombre de codes, et que bah voilà, avoir des manières d'aller observer ça, ça peut être intéressant. Donc j'ai rentré dans un premier outil que j'ai pu créer en postdoc, qui était une façon pour moi de remonter ce que moi j'avais vu, voilà, moi en regardant au bas niveau l'allocateur, comment je pouvais exposer au niveau de l'utilisateur ce à quoi on pourrait faire attention en tout cas. Alors, donc le but avec cet outil-là, c'est dire, bah voilà, j'ai une application qui consomme trop, je veux profiler. Alors il y a différentes questions qui vont se poser. Donc là, l'idée de départ, c'est de partir un peu de l'idée. Vous avez probablement déjà utilisé Valgrind, VTune ou des choses comme ça. Valgrind en général, c'est plus que ce qui est connu pour la performance, on va dire. Bah, l'idée, c'est d'essayer de faire un peu la même chose pour la mémoire. Et je vais me poser comme question de me dire bah voilà mon application elle consomme trop, c'est où est-ce qu'elles sont les allocations qui consomment. Ça on va dire pour moi c'est l'utilisation majeure de l'outil. Et puis après je peux avoir des questions un peu de performance comme on l'a vu tout à l'heure. J'ai pas assez de mémoire, bah, où est-ce qu'il faut que j'aille chercher pour éviter de swapper. Je fais trop d'allocations par exemple, bah, comment je peux les réduire hein, pour en faire moins pour que l'allocateur par exemple soit moins stressé et que ça se passe mieux. Et puis, ben, en termes aussi, des fois, si je fais trop de petites allocations, des allocations qui ont des durées de vie très courtes, etc., je sais que ça va impacter mes performances aussi de mes caches, hein, pas juste de l'allocateur lui-même. Comment je vais aller repérer ça pour améliorer mon code. En considérant un gros code, hein, c'est-à-dire que dans un code de 1000 lignes, c'est facile à aller voir ce qu'on veut. Voilà, 1 million de lignes qu'on a écrit à plusieurs sur 10 ans, ben, forcément, on a parfois perdu le savoir et on se rend pas compte de ce qui se passe. Donc comme je disais, les propriétés qui vont m'intéresser, c'est où sont les allocations, c'est quoi leurs propriétés, éventuellement c'est quoi les mauvais patterns, les fuites mémoire. Bon, ça il y a déjà des outils, mais je les ai aussi dans Malte. Et un point qui est pas toujours abordé dans les outils existants, c'est alors ça c'est plus pour les gens qui font du Fortran. J'ai des grosses variables globales quelque part, elles sont où, elles consomment combien. Ouais. C'est un peu voilà le but le but qui est donné au travers de Malte. Alors, un petit exemple de code, typique où on rassemble un peu tous ces problèmes. Voilà, on va avoir des variables globales. Alors, la variable globale, bah, si elle est grosse, moi j'ai vu un exemple une fois, c'était 20 gigaoctets. Le gars avait oublié qu'elle faisait 20 gigaoctets et puis bah voilà. Et bon, bah, il avait oublié en plus qu'elle était là, donc il se rendait pas compte. Il a été out of memory puis il savait pas d'où ça venait. Donc parfois on peut avoir des problèmes liés à ça. Alors c'était un code Fortran pour lui en l'occurrence. On peut avoir des allocations indirectes, hein. Il y a des fonctions qu'on va appeler. C'est pas nous qui avons fait les allocations, mais ce que les bibliothèques qu'on appelle derrière vont en faire. Puis du coup, on n'a pas trop conscience de ce qu'elles font. Comment on se rend compte de ça? Il peut y avoir des fuites. Bon, ça, il y a déjà des outils qui le font très bien, mais bon, on peut en sortir au passage, hein. Les mémoires, j'ai oublié d'aller faire le free à la fin. Voilà, comment on se les pointe. Parfois, on va faire des allocations de tableaux qui peuvent être très grosses. Mince. Euh, Excusez-moi. On va faire des allocations qui sont très grosses ici, par exemple. Ça peut m'amener à swapper ou à être out of memory, que mon application soit tuée sur le calculateur. Et puis parfois, je vais faire la petite bêtise. Alors, ça peut arriver assez facilement sans qu'on s'en rende compte. On en discutera peut-être pendant l'école des cas cachés où ça peut arriver. Je suis dans une boucle for qui est assez courte et puis au milieu de la boucle for, je fais un malloc, un truc qui se calcule très rapidement et puis je libère. Donc malloc calcul, malloc calcul, malloc calcul, enfin malloc calcul free par exemple. Voilà. Est-ce que je peux pas sortir l'allocation de la boucle? Mais bon, des fois, faut s'en rendre compte, sans faire gaffe. On a oublié. La boucle au début était appelée 10 fois, puis demain c'est 1 million, et puis d'un coup ça pose un problème. Quand c'était 10, ça l'était pas, mais ça l'est 6 mois plus tard parce que finalement on se met à l'appeler plus souvent. Donc comment on repère ces trucs? Alors, il y a déjà des outils un peu pour ça. On va dire le premier existant, c'est Valgrind avec son outil massif. Et puis Valgrind Memcheck, typiquement pour trouver les fuites mémoire. Voilà. Massif, puisqu'il a tendance à faire, c'est faire des checkpoints, c'est-à-dire on va dumper la consommation mémoire et puis à quoi elles sont attachées à différents instants dans le programme. Bon, ça c'est pratique, mais qu'est-ce qui se passe entre voilà, peut se passer que le pic, par exemple, le pic de consommation, il soit entre les deux snapshots. Alors on l'a pas vu, on sait pas ce qui s'est passé. On a une vue très approximative des choses, puis il va falloir aller regarder chaque snapshot un peu séparément, c'est pas forcément très agréable. Alors, c'est utile aussi, mais l'outil montre assez vite ses limites en pratique, et de fait, moi je le vois assez rarement utilisé autour de moi en tout cas.
même si parfois il répond aussi aux questions qu'on peut se poser. Alors, plus prosaïquement, il y a aussi Google App Profiler qui vient avec TCMalloc, hein, l'allocateur de Google, là, qui fournit quelque chose d'assez sympathique, mais qui vient pas avec une interface graphique vraiment avec. Bon, on a des graphiques qui sont sortis un peu avec un rendu d'image ou de fichiers texte. Bon, ça fournit des réponses, mais ça montre aussi assez rapidement ses limites. Et de l'autre côté, ben, on va trouver des outils un peu commerciaux. Alors aujourd'hui un peu anciens pour la plupart, hein. Par exemple, IBM en a un qui s'appelle Purify++ et Parasoft Insure++ qui sont vendus. Alors plutôt côté Windows, ceux-là, puisque il y en a un des deux, je crois, qui marche sous Linux, mais voilà. C'est des outils commerciaux, ils sont assez anciens, bon, pas forcément très agréables aujourd'hui, on va dire, même s'ils répondent clairement aussi aux besoins. Visual Studio Ultimate aussi, côté Microsoft, a quelque chose d'intégré. Mais on reste dans des outils commerciaux, ce qui fait que bon, pour nous, dans la recherche, surtout quand on est sous Linux, bah, voilà, on est un peu exclu de ce genre de secteur. Donc voilà, moi ce que je voulais proposer avec Malte, c'est de reprendre la logique de Valgrind, hein, et KakaShGrind, qui marche très bien pour la performance, pour ceux qui ont déjà utilisé. Et donc l'idée c'est je veux avoir mes allocations et qu'on me dise voilà, annoter sur mon source code où est-ce qu'elles sont et puis c'est quoi leurs propriétés. D'accord? Encore une fois, avec pour but de pointer où sont les fuites. Au moment du pic de consommation de mon programme, hein, au moment où elle est le plus haut et qu'elle va redescendre après, c'est parce que moi c'est le pic, hein, en général, qui va me poser problème. C'est le moment où elle est montée, puis après, si elle redescend, finalement, ça se passe mieux. Mais bon, c'est le pic qui va me poser un souci. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Et en fait, là, il y a assez peu d'outils qui essayent de sortir les choses. Malte le fait. Et puis, bah, à ces moments-là, on va essayer d'avoir, voilà, combien il y avait d'allocations, c'est quoi les tailles, c'est quoi les durées de vie. Hein. Est-ce qu'elles sont trop courtes et que peut-être j'aurais pu m'en passer ou faire autrement, ou est-ce qu'elles sont longues et puis finalement elles sont pas un problème. Donc Malte vient avec une interface graphique de type web dans laquelle on va pouvoir naviguer. Alors on va avoir par exemple du reporting avec un résumé global de mon run, qu'est-ce qu'il y a eu, hein, donc que j'affiche ici. Donc on va pouvoir retrouver là un peu des informations génériques sur notre application. C'est quoi la mémoire consommée, c'est qu'est-ce que le mémoire j'avais sur le nœud, combien il y a eu d'allocations, c'était quoi les paramètres du nœud sur lequel j'ai tourné aussi, parce que parfois quand on donne le profil à quelqu'un, ça lui permet d'avoir de l'information. Et puis on voit en dessous, voilà, la notion de mémoire physique, mémoire virtuelle. Alors je vais pas rentrer dans les détails ici, mais c'est des notions qui, quand on essaie de comprendre un peu ce qui se passe derrière, quand il y a des écarts, on peut analyser qu'il y a des problèmes sur notre application. Ce qui peut intéresser parfois, aujourd'hui on a des applications multifredées, donc on va trouver aussi par exemple, ben, est-ce que mes allocations sont toutes faites par un seul thread et puis les autres sont plutôt utilisateurs de la mémoire, ou est-ce que c'est distribué équitablement? Pour certains allocateurs qui sont pas très efficaces de manière parallèle, ça peut permettre de comprendre aussi ce qui se passe, ou de voir si ça vaut pas le coup de rééquilibrer aussi. Puis ça permet de comprendre qu'est-ce qui est fait dans l'application, hein. Des fois quelqu'un qui arrive pour vous aider sur l'application, bah, ça permet d'avoir une vue. Tiens, qui fait quoi là-dedans, voilà, est-ce que voilà. Pour comprendre aussi juste des fois ce qui se passe dans notre code. Pour moi, la vue la plus intéressante de Malte, c'est celle-là. C'est la vue où on va retrouver le code annoté. Donc là, on retrouve quelque chose qu'on a dans KakaShGrind, hein, du coup fourni avec Valgrind. Donc j'ai la liste de mes fonctions à gauche. Avec, je vais choisir la métrique qui m'intéresse. Et puis, ben, donc là, il y en a plusieurs, hein. On va retrouver les durées de vie, les tailles allouées, où est-ce que sont faits les free aussi. Ça, c'est un truc qui est rarement donné dans les autres outils. Et puis, bah, sur le code, on va se retrouver avec à noter directement avec quelques petites couleurs pour dire là où c'est un peu plus hotspot que le reste. Voilà, ici, j'ai une allocation de 64 octets. Puis en total, vu que on est passé plusieurs fois à cette ligne, on a 7 kilooctets qui ont été alloués ici, par exemple. Avec, on va cliquer sur ce petit point et on va voir la call stack qui est amenée à cet endroit-là avec les détails. On aura l'occasion pendant l'école de mieux détailler cet outil, mais voilà un peu. Avec ça, on va retrouver pour aller regarder dans notre code qu'est-ce qui se passe et où se passent les choses. On va aussi retrouver quelque chose qui est pas toujours fourni, qui sont des aspects temporels pour essayer de comprendre aussi la dynamique de l'application. Ça permet de voir par exemple qu'il y a des phases parfois où il y a des choses qui se passent moins bien. Bah, dans ce cas, on va aller essayer d'aller regarder ces phases-là pour comprendre, pour mieux comprendre ce qui arrive dedans. On va retrouver des graphiques, typiquement aussi des distributions des tailles dans notre application. Voilà, alors voilà un exemple sur Yelstu, qui est une simulation numérique par exemple sur laquelle que j'étudiais dans le laboratoire où j'étais
pendant qu'on développait l'outil. Bah voilà, eux avaient la plupart des allocations qu'ils faisaient, hein, on le voit sur le graphique ici, c'est des allocations de 16 octets. Voilà. 16 octets. Bon, quand on développe un allocateur mémoire, on sait que si on en a pas quelques-unes, c'est pas gênant. Faire que ça, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intelligent pour les caches du processeur. Ça peut poser des gros problèmes de performance. Euh, Quand on voit arriver ça, ça vaut le coup d'aller regarder d'où ça vient. Est-ce qu'on peut pas faire mieux, ou est-ce que c'est sur les parties critiques ou pas, en fait. C'est ça la question. Si c'est sur les parties annexes qui finalement sont pas appelées souvent, bah c'est pas grave. Si ça l'est, bah il faut peut-être revoir un petit peu ce qu'on fait sur le code. Comme je disais, on peut retrouver les variables globales, hein, du coup, où est-ce qu'elles sont, donc combien elles pompent, combien elles consomment, de quelle librairie elles viennent, voilà. Donc ça permet d'avoir une vue. Alors ça, sur des applications C++, en général, c'est pas ça le problème. Ça arrive plus souvent dans les applications Fortran où les gens ont encore tendance à en utiliser des grosses en tout cas. Voilà, c'est une manière sur ces codes-là d'aller voir ce qui en général est souvent une grosse partie de la consommation mémoire sur ce type de simulation. Je vais juste te donner un petit exemple d'un cas réel qu'on avait rencontré pendant que je développais l'outil. Donc là, c'était une application du Surfax AVBP, donc code de flux dynamique. Euh, Voilà, eux avaient un petit problème à un moment donné d'un code. Et quand on avait passé Malte sur leur application, le temps d'initialisation, c'était au démarrage de l'application. Alors finalement, une fois qu'elle tournait, c'était pas grave, mais bon, le temps de démarrage était relativement lent et enfin assez long. Hein, c'était un peu plus d'une minute ou quasiment 2 minutes pour arriver à amorcer le truc des maillages un peu gros. Parce qu'il y avait quelqu'un au laboratoire qui essayait d'optimiser leur application. Et puis, ben on s'était rendu compte, voilà, en regardant avec Malte, qu'on avait ce type de profil là sur donc Malte donne le taux d'allocation par seconde, hein, donc et moi je sais pour avoir étudié au niveau du système d'exploitation que quand ça devient trop élevé, c'est un problème aussi ce truc-là, que ça commence à coûter très cher à l'application si on fait ça. Et là, on voyait qu'il y avait des gros pics et puis surtout que c'était avec des chiffres assez élevés, hein. Donc là, c'est en gigaoctets par seconde, hein, qu'on a, allocation rate en bytes par seconde. Donc là, l'application allouait en continu 6 gigaoctets de mémoire par seconde. D'accord? Donc en gros, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle allouait, désallouait, allouait, réallouait. À des taux pareils, il commence à y avoir un coût vraiment non négligeable qui vient du système d'exploitation. C'est pas très bien de faire ça. Et donc là, avec Malte, bah, en quelques secondes, on a pointé de où elle venait, hein. Donc là, typiquement, il y avait une fonction où on retrouvait des allocates, un truc qui était un pattern de allocate, deallocate et allocate. Enfin, en gros, on alloue, on libère et on réalloue. Et puis là, on voit une petite copie. En gros, c'est un pattern de réallocation, hein. Il faisait un réalloc. Alors en Fortran, il n'y a pas de réalloc natif dans le langage, donc il le faisait à la main en allouant, copiant, réallouant. Voilà. Euh, bon, ils étaient entre guillemets un peu obligés de le faire, mais en fait, finalement, on s'est rendu compte qu'on pouvait éviter de le faire aussi souvent, et donc on a réduit quasiment d'un facteur 200 le nombre de fois où c'était fait. Et finalement, on était passé avec un temps d'initialisation de quasiment, là, on voit, hein, 230 secondes, qui était passé à, je crois, 60 secondes, non, 30 secondes, quelque chose comme ça. Voilà. Euh, et en finalement assez peu de temps, hein, on s'est rendu compte directement de la chose. Donc avec des outils comme ça, on peut aller regarder. Et il y a des problèmes. Moi, ça m'arrive aussi dans mes propres codes, en fait, des fois, de faire des erreurs. Je suis pas parfait là-dessus, même si c'est mon expertise. Donc avec un outil, on peut aller se rendre compte de choses. Pour ce qui est de mes propres codes, je donnerai un exemple pendant l'école de ce qui m'est arrivé au CERN, voilà. Et des fois, il y a des choses avec les langages un peu évolués qu'on a que parfois on voit pas. Donc je peux donner un dernier exemple qui moi m'avait questionné, c'était bon Yelstu, pareil, fluide dynamique, on travaillait au laboratoire, enfin qu'on aidait dans le cadre de notre laboratoire. On avait une application qui faisait, enfin c'est pendant que je développais l'outil, du coup moi je regardais sur différents codes pour voir ce que j'arrivais à voir, etc. Puis à un moment donné j'arrive sur un code et puis bah voilà l'outil me pointe qu'il y avait plein de petites allocations de 16 octets typiquement, pas très normal. Mais surtout moi ce qui m'avait choqué c'est que bah, on voit le code qu'il y a ici en Fortran. Est-ce qu'on voit un malloc ici? Hein, on est en train d'accéder à un membre d'une structure, hein, puisque modulo pour ceux qui ont pas, enfin le pourcentage pour ceux qui n'ont pas l'habitude de Fortran, c'est comme le point pour accéder à un membre d'un objet, enfin d'une structure plutôt. Et là, il n'y a pas d'allocation. J'accède à un membre d'un objet qui est un tableau. Voilà. Pourquoi il y a une allocation là? Alors moi au début je me disais, bah, c'est mon outil qui est buggé. Qu'est-ce qui se passe? J'ai cherché pendant un moment. Et en fait, on s'est rendu compte en creusant que GFortran, par exemple, GFortran, dans certains cas, va injecter lui-même, le compilateur va injecter parfois des allocations lui-même sans qu'on s'en rende compte. Voilà, donc bah là, l'outil permet de le voir et d'aller dire, bah là, il y a un truc qui se passe mal. Euh,
qu'on n'attendait pas. Voilà. Alors le compilateur Intel, lui, dans ce cas-là, le fait pas. Mais il se trouve que voilà, les deux compilateurs ont un comportement différent là-dessus. Intel peut le faire suivant enfin va le faire suivant les options qu'on lui a données. Fortran le fait un peu plus par défaut. Et voilà, du coup, l'outil permet de voir parfois des choses dont on n'a pas conscience, y compris quand parfois on est expert de ces trucs. Donc c'est toujours intéressant d'aller regarder, d'avoir une visualisation de ce qui se passe. Bon, là, je vais rapidement dire, voilà, on va pouvoir trouver par exemple des exemples aussi parfois rigolos, des allocations de 1 octet. Voilà. Vous pouvez regarder sur vos codes, en général, il y en a toujours quelques-unes. Alors quand c'est quelques-unes, c'est pas grave. Et puis si quand ça commence à devenir 1 million, il faut peut-être se poser des questions si c'était très malin de les avoir laissés passer, quoi. Donc en termes d'usage, juste pour rapidement pointer, on verra plus pendant l'école et vous trouverez la documentation sur le site web de Malte. L'usage en général, c'est de compiler son code avec -g pour qu'on puisse retrouver les lignes, les informations de source et de ligne sur chacun des appels qui sont faits, hein, comme pour le debugger. Et on va appeler Malt et puis notre programme pour lancer le profiler, exactement comme on aurait fait avec Valgrind. Hein. Valgrind, on aurait fait Valgrind et puis notre programme. Bon, là, on dit Malt, notre programme, exactement de la même façon. Et puis de l'autre côté, on va avoir, comme avec AcacheGrind, la même idée. On va lancer l'interface graphique. Alors moi, c'est un petit serveur web que je lance et on va se connecter avec l'interface graphique via notre navigateur. Ce qui permet, soit dit en passant, de travailler très facilement sur des serveurs à distance. C'est plus facile qu'avec du Xforward, par exemple. Et puis on va aller naviguer dans notre profil avec l'interface. Voilà. Donc je vais m'arrêter sur ça pour Malte pour l'instant. On verra si à la fin j'ai le temps de faire une petite démo si j'ai pas trop dépassé. J'en suis à combien de temps du coup, Pierre? T'as regardé ou je sais pas, j'ai oublié de prendre mon téléphone. Là, à la louche, tu dois être à 25 minutes. Ok. Donc, Donc t'as été large, il n'y a pas de super. problème. Donc j'aurai un peu de temps, à la fin de montrer Malte vite fait normalement, si je dépasse pas trop sur la partie Numa. Donc voilà, l'autre outil dont on parlera probablement à l'école si on a le temps, normalement oui, de toute façon, et puis on verra jusqu'où on ira. C'est un autre problème qui arrive quand on a la question de la gestion de la mémoire. Voilà, aujourd'hui on a des serveurs, on dit que on y met par exemple 4 processeurs, d'accord? 4 processeurs, si on les fait tous accéder à la même mémoire, c'est compliqué parce que le canal qui va à la mémoire, il est unique et donc ça fait comme au niveau de l'autoroute. Hein, quand vous sortez de la ville, tout le monde prend la même autoroute pour aller rejoindre son village. Hein, la mémoire, les barrettes mémoire sur lesquelles on va. L'autoroute ça congestionne et du coup voilà si les voitures qui circulent l'autoroute c'est les données enfin non, la requête de données à la mémoire et puis la mémoire qui doit renvoyer le résultat en sortie au processeur, le processeur, qu'est-ce qu'il fait? Il va attendre. D'accord? Donc ça, quand on commence à avoir 4 processeurs, par exemple, sur la même machine, ça devient très compliqué à tous les faire accéder à la même réseau de mémoire. Donc ce qu'on fait en général, c'est qu'on va plutôt dire chaque processeur a sa propre, est attaché à sa propre mémoire locale. D'accord? On va avoir ici de la RAM. Et si les cœurs qui sont ici dans mon processeur en vert veulent accéder à la mémoire du processeur voisin. Sur ma machine, il y a accès puisqu'il y a des liens, mais il va devoir passer à travers le processeur voisin. D'accord? Y compris pour aller en dessous. Et parfois, alors soit on se retrouve avec une possibilité de passer en diagonale, ce qui est en général le cas, par exemple, avec les processeurs. Mais dans certaines architectures NUMA, on a même un cas un peu plus tordu où pour accéder, par exemple, le processeur vert, accéder à la zone ici en jaune, on va passer hop avec un 2 hop en passant à travers son processeur voisin qui est bleu, qui va aller demander au processeur jaune. Inutile de dire que si on commence à placer une donnée que le processeur a besoin en permanence sur la mémoire de l'autre côté de la machine sur la zone jaune, à chaque fois, ch'touk, on va aller demander au voisin, tiens, donne-moi la donnée que t'as, donne-moi la donnée que t'as, et le programme va très très fortement ralentir. Alors, quand on dit très fortement, on peut très facilement se retrouver avec des facteurs 2 quand on fait ça. Ça peut même être plus parfois. Euh, et donc c'est problématique. Alors aujourd'hui, la manière en général de résoudre le problème, c'est d'esquiver la question et de lancer plutôt un processus par Nenuma et d'éviter d'avoir et donc sur une machine Numa comme ça, on va plutôt lancer un processus, donc un programme entre guillemets sur chaque Nenuma, comme ça ils sont chacun isolés dans leur coin et quand c'est comme ça, tout se passe bien, le système d'exploitation fait parfaitement ce qu'il faut. Maintenant, parfois, on veut se dire, bah oui, je veux faire un programme multi-thread, un seul qui tourne sur toute la machine, et c'est là qu'on commence à rencontrer des difficultés.
D'accord. Alors un petit problème en plus qu'on rajoute en plus aujourd'hui, certains processeurs arrivent et disent bon, la mémoire qui est en dehors de mon processeur, elle est comme elle est loin, hein, vu qu'il faut sortir du processeur, elle est sur un câble. Comme c'est aujourd'hui le mur de la mémoire, je vous disais au début, hein, le mur de la mémoire, c'est le temps d'aller chercher la donnée dans la RAM typiquement. Donc une façon que certains processeurs ont en tout cas essayé d'explorer, notamment il y a on va dire 5-6 ans, et il y en a encore qui font ça aujourd'hui, c'est de mettre ce qu'on a appelé la MCDRAM, donc ça c'est Intel qui avait appelé ça comme ça, de mettre des mémoires très rapides, un peu comme les GPU, directement dans le processeur. Donc on se retrouve avec des hiérarchies mémoire qui commencent à arriver, hein, de la mémoire dans le processeur, une mémoire qui est proche parce qu'elle est attachée à mon processeur, et puis des mémoires distantes parce qu'elles sont sur le processeur voisin. Voilà une machine complexe aujourd'hui, ce que ça veut dire derrière. Bon, quand je commence à lancer un programme multithread qui veut utiliser en un seul processeur tout ça, ça commence à poser des questions, notamment la question de si je me suis trompé dans ce que j'ai fait, comment je m'en rends compte. Et alors typiquement, le problème qui se pose, c'est que quand vous allouez votre mémoire, hein, vous faites votre malloc, est-ce que vous avez dit où doit être la mémoire? D'accord? En général, non, puisque un malloc n'a pas de paramètres pour dire où je veux mettre les données. Donc en général, quand je vais accéder, je vais allouer de la mémoire hein, sur un système Linux, ce qui va se passer, c'est que le noyau Linux va me donner un segment qui est ici, d'accord? Et puis il va me le donner d'une manière, en plus de manière assez rigolote, qu'on dit virtuelle, c'est-à-dire que tant que j'ai pas utilisé la mémoire, Linux il va me dire bah tiens, je t'autorise à avoir cette zone-là, mais je t'ai pas encore donné de la mémoire physique, hein, la mémoire physique qui est en dessous. Pour l'instant, tu as droit d'avoir accès quelque part à ces choses-là. Et puis c'est au moment donné où je vais faire mon premier accès mémoire, hein, où mon thread ici T1, mon thread 1, il va accéder à ma première, donnée ici, à ma première page, hein, on dit dans notre jargon. Le système d'exploitation va lui dire bah écoute thread 1, alors je regarde où t'es, tu es sur le nœud NUMA 1, donc bah, je vais te donner des zones mémoire qui sont des pages, hein, du coup mémoire qui sont sur le nœud NUMA 1. D'accord? Puis bon, le Fred 2, admettons, lui, il est sur le Numa 2. Bon, bah, très bien, je lui donne sur le Numa 2. Puis le Fred 3, lui, on lui a pas dit où il était. Lui, il se balade sur la machine, il se déplace. Hein, il est un coup sur le Fred 1, un coup sur le 2, 3, 4. Bon, bah là, du coup, suivant à quel moment il accède, il touche la mémoire au premier coup, bah, la mémoire, elle va aller là où il est à ce moment-là. D'accord? Autant dire que ça commence à devenir un peu aléatoire ce qui se passe. Et puis, bah, pour moi, programmeur, c'est complètement implicite. Hein. J'ai rien dit nulle part. Alors, si le Fred il est sur le Nonuma 1, souvent c'est que moi j'ai dit, toi, je te bloque, tu tournes ici sur le Nonuma 1, ça il y a des moyens de le dire. Mais pour ce qui est de la mémoire, c'est complètement implicite ce qui se passe. Hein. Moi je dis rien, c'est le système d'exploitation qui par déduction en fait décide pour moi, d'accord. Et donc bah, me rendre compte de ce qui se passe. Si je me suis trompé, voilà, comme j'ai rien dit explicitement, me rendre compte que je me suis trompé, ça va commencer à devenir un peu dur. Donc typiquement un problème classique hein, qu'il peut y avoir, c'est un OpenMP. Hein, ça c'est peut-être qu'il y en a qui l'ont déjà rencontré. Je fais de l'OpenMP, puis je dis bah, je fais de l'OpenMP, alors je lance ça un seul processus OpenMP sur surtout mon Enuma avec 2 processeurs par exemple. Alors bon, bah, dans mon programme, ce que je vais faire en général, c'est ce qu'on a ici. Je vais commencer par initialiser mon tableau. D'accord. Alors soit je fais même set, soit je fais ma petite boucle pour mettre mes valeurs. Alors ici des zéros. Et puis bah après, je vais y accéder. D'accord? Et puis je mets, bon, je fais de l'OpenMP, alors un petit pragma OpenMP au-dessus de ma boucle pour mon calcul, bah c'est très bien. Ouais, mais là, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est catastrophique. Là, j'ai tué les performances. En tout cas, en cadre de Numa, j'ai tué les performances parce que mon initialisation ici, elle est pas parallèle et donc toute la mémoire a été donnée par le noyau Linux sur l'endroit où était le thread initial, qui en général est sur le Numa 1, typiquement. Et puis ensuite, bah, mes threads, comme j'en ai plusieurs, ils vont être répartis sur les différents Nenuma. D'accord? Donc toute la mémoire est sur le Nenuma 1 ici. Et puis bah, un des threads a tout placé sur le Nenuma 1. Donc bah, tous les threads qui sont à distance, à chaque fois, ils vont aller se battre pour accéder aux données mal placées. Donc bon là j'ai pas trop le temps ici de mettre des schémas, etc. On aura l'occasion pendant l'école de mieux visualiser ça plus tranquillement, puis d'en discuter. Mais voilà, typiquement, une façon de résoudre le problème, c'est d'avoir pensé à mettre un pragma OpenMP parallèle aussi à l'initialisation. Ça, c'est super important. Alors là, j'ai oublié de mettre un petit tableau de chiffres sur un exemple comme ça. Le coût, ça peut être un facteur 2, hein, typiquement. Ce qui est un peu con, hein, juste pour une ligne à un endroit, bah voilà, j'ai perdu un facteur 2. Donc voilà, quand on discutait avec ça avec un collègue qui était dans le laboratoire joint avec Intel avec qui j'avais travaillé, ben on se disait mais pourquoi on n'a pas d'outils pour ça? Donc il m'avait fait une petite liste au Père Noël du coup, et puis on s'est dit bah ouais bah il y a des accès distants. Alors bon moi j'aimerais savoir mes accès distants, bah où est-ce qu'ils sont, de quelle allocation mémoire ils viennent, hein, où est-ce que je me suis trompé dans mon allocation,
Mon first touch, hein, le moment où le Fred il a été hein, comment dire, faire un trigger, enfin entre guillemets réveiller le système d'exploitation pour dire là maintenant donne-moi une mémoire physique, bah ça a été fait où dans mon code, d'où ça vient. Et puis si j'ai de la même MCD RAM qui était notre problème à l'époque qu'il étudiait lui, bah comment je sais que ça a été sur la MCD RAM, bien vérifier que ça y a été ou pas ou des choses comme ça. Et puis vérifier que j'y accède bien à ma MCD RAM parce que des fois on s'est trompé, on se rend même pas compte qu'on n'y accède pas en fait. Ça c'est le coup classique aussi. Donc bah on s'est dit à un moment donné, bah tiens, on va faire Numa Prof. Voilà. Donc c'est l'outil qu'on a appelé pour aller profiler des applications réelles et puis regarder ce qui se passe et visualiser un peu comme j'avais fait avec Malte. Donc Numa Prof, en fait, ça reprend Malte. En fait, moi quand j'étais au CERN, j'ai simplement repris Malte pour aller plus vite, hein. Exactement la même logique. J'ai ma web interface, la notation des sources, les statistiques globales, un peu temporelles ou des choses comme ça. Et puis avec un outil PIN, je vais aller donc là je change le back-end, enfin la partie analyse, enfin de qui fait l'analyse elle-même, pour aller analyser chaque accès mémoire et aller regarder si s'il est bien placé et s'il fait ce que j'attendais en termes de Numa. D'accord. Alors je vais pas rentrer dans les détails techniques, j'ai oublié de les enlever du slide ici. Bon, évidemment, comme je vais analyser chaque accès mémoire de l'application, il faut être clair que là, l'overhead, ce sera pas comme Malte, il sera très important. Hein, forcément, je vais ralentir très fortement l'application, donc on peut sur des codes qui sont très longs, c'est pas très applicable. Il faut en général avoir pris un cas plus petit pour passer son truc. L'overhead classique que j'ai, alors Valgrind, Valgrind lui gère très mal les threads, donc lui en général plus on a de threads, plus il est lent. Moi, comme j'utilisais une autre approche pour instrumenter l'application, on va dire sur 256 threads, hein, c'est un cas un peu réel là sur un vrai code. L'overhead que j'avais moi sur un Enuma, une vraie analyse, c'est un ralentissement d'un facteur 60. Voilà. Donc là 60 c'est beaucoup, mais bon ça reste aussi faisable. On va dire que si on a réduit un peu son temps d'exécution, on arrive quand même à obtenir quelque chose en un temps acceptable. D'accord, même si c'est pas très agréable du tout à ce niveau-là, ça reste possible d'aller voir des choses, en tout cas des choses qu'on n'a pas de moyen de voir autrement en fait. D'accord. On voit que sur 32 threads, 16 threads, c'est même un peu moins, c'est plutôt du fait d'un facteur 30 en général, c'est à peu près ça qu'il y avait sur les machines de l'époque. J'ai pas refait de benchmark sur les processeurs aujourd'hui. Donc un petit exemple de l'interface graphique, hein, puisque c'est ça qu'on pourrait essayer de comprendre un peu la logique de l'outil, comment ça remonte les choses. On va se retrouver avec un peu des graphiques qui vont nous dire, bah voilà, donc typiquement hein, une question aussi qui va se poser, c'est que pour le Numa, l'important c'est d'avoir annoncé au système d'exploitation, est-ce que mon Fred, je lui ai bien annoncé que toi tu es sur le Numa 1 et tu y restes, d'accord? Hein, parce que si le Fred il commence à se balader partout, bah des fois il sera avec des accès locaux, des fois non. Et quand je fais ça, bah c'est pas bon. Ce qu'on dit, on a tendance à dire nous, est-ce qu'on a piné le Fred? Enfin, est-ce qu'on l'a. Alors, des fois on dirait bind, il faudrait que je change dans l'interface, le nom collerait mieux en fait avec comment on dit. Mais est-ce qu'on l'a, voilà, bloqué sur son emplacement ou pas? Donc déjà, l'outil va permettre de voir que par exemple les Fred ont pas été placés correctement et qu'au moment où ils font leurs premiers accès mémoire, ben, ça s'est mal passé. On l'a fait de manière aléatoire, d'accord, typiquement. Quand c'est aléatoire, bah bon, c'est coup de bol si ça a été ou pas été. Là, ça va dépendre de l'exécution. Les accès mémoire, par exemple, c'est ce qu'on a à droite, hein, Memory Access. Est-ce qu'ils sont locaux, hein, ici en vert, entre guillemets, ça va bien. Est-ce qu'ils sont en remote, en rouge, ou ça va pas? Est-ce qu'ils n'ont pas été bindés, sous-entendu, bah, c'est un peu au pif, ça a été ou ça n'a pas été. Ça va dépendre du run. Est-ce que c'est parce que le Fred n'était pas bloqué, ou est-ce que c'est parce que j'ai pas, la mémoire a pas été bloquée au bon endroit, ou est-ce que je suis sur la MCD RAM? D'accord. Alors, dans ce cas-là, j'avais pas d'MCD RAM sur cet exemple. Et puis une petite access matrix du coup que j'ai ici. Hein, donc idéalement l'access matrix qui va bien, c'est le Fred 0 accède à sa mémoire 0, à la mémoire qui lui est associée, c'est-à-dire la mémoire 0. Le Fred 1 doit accéder à la mémoire 1, le Fred 2 à la mémoire 2 et le Fred 3 à la mémoire 3. Donc idéalement je dois avoir une diagonale hein, pour une application qui va bien. Si je commence à avoir un petit trait trop important comme ça, bah, c'est que il y a peut-être des problèmes à étudier. D'accord. Je vais aussi aller voir en termes de volume, est-ce qu'il y a plus de mémoire allouée sur mon Enuma 1 ou est-ce que c'est réparti équitablement en termes d'allocation, en termes de répartie, d'équilibrage des choses. Ça permet des fois de voir. Hein. Alors parfois, avoir tout mis sur le Enuma 1, si les Fred qui y sont font plus de travail, bah, ça vaut le coup. Voilà. Si c'est pas le cas, bah, peut-être qu'il vaut mieux répartir la balance de où on place les données, notamment si on a besoin de la bande passante. Euh, donc on va retrouver aussi des statistiques par Fred. Est-ce qu'il y a des Fred, par exemple, ça arrive parfois, là on voit un petit problème ici qui arrive. Tous les 4 Fred, j'ai un Fred qui a beaucoup plus d'accès mémoire distant.
d'accord? Ça peut arriver suivant comment on a placé les machines et découpé son travail, on peut avoir des problèmes comme ça. On discutera un peu dans l'école si on a le temps de ce genre de soucis, de comprendre pourquoi et derrière qu'est-ce qui se passe. Bah, l'outil permet de le voir, voilà, de dire tiens là le fret 4 et puis le fret donc 9. Alors 4, 9 ici, 14 et qu'on sort, il y a un petit pattern là qui se répète, il y a quelques frets qui ont des problèmes, bah, on peut essayer d'aller comprendre ce qui se passe. D'accord. Ou parfois on va se rendre compte que certains frets font plus d'accès que les autres, ou qu'il y a un déséquilibrage qui parfois peut avoir le coup d'être regardé. Et donc on va pouvoir, hein, exactement comme Malte, à nouveau, aller retrouver, là cette fois annoter sur le source code, directement bah, le nombre d'accès distants qu'on a, exactement comme sur Malte, les différentes métriques que je vais sortir. Et puis en mettant sa petite souris sur la notation, retrouver les compteurs d'accès distants, locaux, quelques pie charts qui permettent de mieux visualiser qu'est-ce qui se passe sur cette ligne-là en fait. D'accord? On va pouvoir vraiment visualiser les choses. Pour la HBM, hein, que je disais, par exemple, ce qu'on appelle la MCDRAM, typiquement sur les KNL, hein, qui étaient les Knight Landing, qui étaient les processeurs d'Intel, bah, du coup, on va pouvoir retrouver, voilà, ce genre de choses, hein. Ici, bah, j'avais de la HBM, mais j'ai rien envoyé dessus. Et puis là, sur la HBM, bah, je retrouve que j'ai bien une bonne partie de ma mémoire qui est accédée et qui est allouée sur cette mémoire locale dans le processeur. D'accord. Donc je peux vérifier ce qui se passe. Alors, soit dit en passant, moi, en développant l'outil, il y a un moment, j'étais tombé sur un problème. Mon outil sortait pas les bons chiffres. Et j'étais, ah, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe, etc. Et exactement comme le cas de Malte avec G-Fortran, ben, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait un bug dans le noyau Linux, du coup, qui faisait mal les choses, en fait. C'était pas mon outil qui reportait quelque chose d'erroné, c'est qu'il y avait vraiment quelque chose d'erroné. Alors, il se trouve que les gens de chez Red Hat s'étaient rendu compte du problème de leur côté en même temps, donc il y avait un correctif qui était existé, qui était en train d'être avancé. Mais moi, l'outil avait pointé en quelques minutes, finalement, qu'il y avait un problème. Ça peut permettre aussi des fois de se rendre compte que nous, programmeurs système, on a fait aussi des bêtises en dessous, parce que c'est pas simple pour nous la vie sur ces machines. Donc un exemple ici d'un code un peu classique. Donc c'était un code qui avait au CEA prospectif, un peu de recherche. Bah, les gens n'avaient pas pensé au NUMA. Alors ils tournaient sur des machines NUMA, mais il y avait un endroit où ils avaient fait une grosse erreur, ils s'en étaient pas rendu compte. Voilà, typiquement avec l'Access Matrix que j'avais, bah voilà, on lançait sur le NUMA. Ce qu'il y avait, c'est que bah, grosse ligne rouge, il y avait voilà certains NUMA qui passaient leur temps à accéder à des nœuds distants. Du coup, il y avait pas, la mémoire était pas répartie, hein. Typiquement le cas que j'ai montré tout à l'heure avec l'OpenMP, en gros, au moment de l'initialisation, ils n'avaient pas fait l'initialisation de la même façon dont les accès allaient être faits plus tard. Euh, donc là, juste, je vais pas rentrer dans les détails parce que j'ai oublié de simplifier j'ai pas eu le temps de simplifier ces slides pour le webinaire, mais en gros, voilà, en allant dans Malte, on va aller chercher avec l'interface graphique où sont les accès distants, d'accord, pour aller comprendre ce qui se passe. Alors là, on arrive sur une boucle où, bah voilà, il y a 8 milliards d'accès distants à cet endroit-là. Bon, après, il faut aller analyser pourquoi. Donc pendant l'école, on aura le temps de discuter plus en détail de comment on analyse ce problème, hein, on pourra regarder. Mais en général, voilà, comme je disais, le problème souvent, c'est le premier accès qui a été mal fait et qui a mal placé les choses, notamment quand on a la matrice, hein, la matrice qu'on avait tout à l'heure où tout a été placé sur nos mains, c'est le cas typique. Donc en général, on va pouvoir utiliser l'outil pour aller chercher où est-ce qu'ont été allouées les choses et on va remonter dans les piles d'appels pour aller chercher. Donc là, typiquement, on va se rendre compte qu'il y a une des matrices qui a été mal placée, d'accord, avec l'outil. Et donc là, la correction, typiquement, est exactement l'exemple qu'on avait tout à l'heure, hein. Eux, ils avaient dans leur code une boucle comme ça qui, à un moment donné, ben, alloue des tableaux, fait un new de, alors ce qu'ils appelaient leur fret buffer pour eux, voilà, des buffers qu'ils allouent qui servent pour allouer leur matrice. Et puis, bah, dans ce tableau-là, en plus, ils faisaient l'initialisation, hein, c'est-à-dire, j'alloue le tableau et puis je lui mets des zéros dedans. Voilà. Forcément, bah, si j'ai pas fait ça en parallèle, c'est-à-dire que c'est fait par le premier thread et donc tout est sur le node 1, exactement comme j'ai expliqué tout à l'heure. Donc fixe assez simple, hein, bah, la création des tableaux, je la fais en étant dans différents threads pour que ce soit fait exactement de la même façon dont ce sera utilisé après. Hein, que le thread 1 qui va utiliser le tableau, bah, ce soit aussi le thread 1 qui a fait son allocation et puis thread 2 idem. Finalement, c'est quoi? Deux lignes à changer dans l'application. Bah voilà, exemple. Sur ce code, alors oubliez la ligne HBM, j'ai oublié de l'enlever. Sur le NUMA en question, bah voilà, j'ai gagné 20% de performance en rajoutant deux lignes dans le code, et ce en une demi-journée. Voilà, un code que je connaissais pas moi, qui était fait par des gens autres, un code assez lourd, hein, c'était pas 500 lignes dans un coin.
Voilà. Du coup, on arrive à voir des choses et parfois, alors je dis pas qu'on va toujours arriver à des gains comme ça, mais on peut parfois aussi voir des bêtises qu'on a fait qui se résolvent assez facilement. Ça veut pas dire qu'on va toutes les résoudre facilement, mais il y en a un certain nombre parfois qui méritent pas beaucoup d'efforts pour être résolus. Voilà. Donc conclusion, bon, la gestion de la mémoire, hein, on aura l'occasion d'en discuter pendant l'école. Ce n'est absolument pas quelque chose de trivial et notamment sur des programmes qui aujourd'hui sont devenus gros, complexes, qui utilisent plein de bibliothèques de partout, font beaucoup de choses parfois tordues, dont on oublie en général ce qu'on y a fait en route parce qu'on y travaille dessus pendant des années à plusieurs, que bon notamment si vous êtes dans le domaine de la recherche, bah voilà, il y a le stagiaire qui est passé, le postdoctorant qui est parti, on oublie ce qu'on a fait et c'est naturel qu'il y ait des problèmes qui arrivent, ça fait partie du jeu qu'il faut accepter. Euh, et puis parfois, bah, des petites erreurs, hein, on l'a vu, hein, le petit pragma OpenMP que j'ai oublié, bah, et ben ça peut coûter cher parce que bah, il est tout bien un endroit, mais en fait il a un impact global dans tout le reste de l'application ensuite. Hein. C'est un peu ça le problème de la mémoire, c'est que quand on a fait une erreur sur la gestion de la mémoire, parfois ça peut coûter non seulement à l'endroit où j'ai fait l'erreur au moment de l'allocation mémoire, mais après pour tout le reste de l'application. On aura l'occasion de montrer, de discuter pendant l'école d'un problème que j'ai étudié en thèse. Voilà, l'erreur faite au départ en fait coûtait pendant tout le reste de l'application et après bah forcément on s'en rend pas compte parce que c'est pas fixé dans un appel de fonction, ça bave partout dans le reste. Voilà. Donc l'idée c'est comment on peut s'aider un peu la vie pour comprendre ces choses-là et bon Malte et Nous Prof sans tout résoudre sont une manière a priori de au moins aider à aborder un peu le problème. Voilà. Pierre, tu me dis à combien de temps j'en suis du coup, savoir si j'ai le temps de 45 minutes, quelque chose comme ça, non? Oui, là, tu es à 45 minutes, donc tu peux faire une Voilà. petite démo et Donc après on là, moi, passe ce aux que je vais vous questions. proposer maintenant, c'est une petite démo. Alors, nous, ma prof, je vais pas montrer maintenant parce que, bon, de toute façon, il faudrait plus expliquer ce qui s'y passe. Mais Malte, comme c'est assez facile de comprendre ce qui se passe, je vais vous montrer ce qu'on peut voir avec. Alors, je vais partager mon écran directement là. Screen. Voilà. Il est où. Comment j'ai. Ah oui, mais j'ai screen là-dessus, ça marche pas. Alors, je vais te partager. Je vais ouvrir mon terminal. Si, j'ai mon terminal. Là, voilà. Donc là, j'ai mon terminal. Hop, on va faire clear. C'est bon, vous voyez. Donc, dans mon terminal. Donc là, c'est un petit exemple qu'il y a dans Malte. Il y a quelques petits exemples aussi, alors qui me servent de test moi pour corriger quand je développe. Donc on va aller regarder un d'eux. Euh, donc dans Malte, il y a un petit exemple qui est dans hop, lib. Non, il est où? Je suis là, src lib test. Et puis j'ai oublié lequel je voulais prendre. Euh, Simple case, voilà. Donc là, j'ai un petit exemple de code C++, C++ tout simple, avec des exemples. Alors, à partir du main, il est où? Voilà, main. Donc là, j'ai un exemple qui va allouer. Donc, il y a des petits callocs, il y a des usages, donc des fonctions, une boucle qui appelle une fonction. Cette fonction, si on va voir function B, où est-ce qu'elle est? Hop, hop, elle est où fonction? J'ai mis au début, tout au début. Voilà. Fonction B, bah, tout simplement, voilà, elle fait quoi? Bah, elle fait un malloc, et puis elle libère, et puis elle appelle une fonction C qui fait à peu près la même chose au-dessus. Elle fait un new, et elle fait un petit usage, et puis un delete. D'accord? Vraiment un exemple classique, basique. Voilà, j'appelle des fonctions qui font des mallocs, etc. Et puis j'essaie de voir si avec l'outil j'arrive à retrouver où ils sont mes mallocs, quelles sont leurs propriétés. Hein, c'est ça l'idée. Bon, là le petit exemple va aussi gérer, enfin essayer de voir d'autres choses qu'on va pas regarder maintenant, mais on va juste montrer qu'avec l'outil en quelques secondes je vais aller trouver où sont mes allocations, c'est ça l'idée. D'accord? Donc avec Malte, bah, je disais la façon de lancer, bah Malte, et puis je vais lui dire que je veux lancer mon programme. Alors là j'ai déjà compilé, donc je vais pas le recompiler, ou je peux le faire, tiens si vous voulez. Allez. Donc là, je vais recompiler mon programme. Donc j'ai cessé, je le disais, -G, hein, je pense à mettre en mode debug parce que sinon Malte, moi, tout va sortir. C'est juste que je pourrais pas aller pointer où sont, annoter les sources parce que j'arriverai pas à retrouver sans les options de débugage chaque adresse du programme à quoi elle correspond dans votre source code. Donc je vais compiler mon programme. Alors on va dire example. Et forcément, j'ai dû faire une bêtise. Ah, G++, ça marchera mieux. Excusez-moi, voilà. Donc là, j'ai compilé mon programme en -G, et puis je vais faire malt./example.
D'accord? Jusque-là, pas trop dur. Malte, il a tourné, bon, il m'a sorti quelques petits exemples et il m'a dit normalement qu'il a, voilà, dumpé le profil à la fin. Vous voyez que Malte, parfois, il peut y avoir un overhead assez important si jamais il commence à avoir des milliards d'allocations. On discutera de pourquoi à l'école. En général, il met un message pour dire là, il commence à en avoir beaucoup. Bon, c'est normal, je vais avoir un overhead assez important, ça va commencer à coûter cher. Il y a une façon de l'accélérer, on en discutera pendant l'école aussi. On perd un peu d'informations, mais on peut le faire aller plus vite si vraiment on veut être un peu moins embêté avec ça. Parce que le mode qui donne le plus de détails est un peu plus lent qu'à normal, c'est celui qui est activé par défaut parce que c'est le plus intéressant et en général ça passe largement. Et donc là il m'a créé un fichier qui s'appelle mal-example et puis le PID process et puis c'est un fichier JSON voilà qui contient les données. Donc comme je le disais pour la vue, je vais lancer la WebView. Alors Malt et en lui donnant le fichier donc Thierry pour input, il faudrait que je change ça un jour mais peu importe. Je vais lui donner le fichier que je veux analyser. Et donc la WebView, ce qu'elle lance, c'est un petit serveur local. Et puis, donc l'intérêt, ça, c'est si je suis en remote, c'est pour ça que j'ai fait ça de cette manière. Hein, ça arrive assez souvent, notamment en HPC. Nous, on est tout le temps à faire tourner une application sur un supercalculateur à distance. Le problème, c'est que si je fais tourner mon profil à distance, quand je veux regarder pour analyser, que je veux avoir les sources à noter, les sources chez moi, elles sont pas au même endroit. D'accord? Elles sont pas au même endroit. J'ai pas les sources des bibliothèques au même endroit. Si j'ai des trucs sur la machine, chez moi, c'est pas la même version. Donc en général, je veux lancer l'outil d'analyse, un Grind par exemple, c'est ce qu'on ferait à distance, d'accord, sur le serveur directement. Avec le problème que, bah voilà, Grind à distance, ça veut dire X forward, hein, SSH-X ou -Y. Bon, tous ceux qui ont joué avec ça, quand on commence à être à distance, bon, c'est lent, souvent le rendu est pas toujours terrible, et du coup, en fait, souvent c'est pénible à utiliser. Là, l'avantage, c'est que le rendu est dans le navigateur chez moi en local, et puis finalement, il fait que d'aller demander les données qu'il lui faut sur le petit servlet à distance, et puis ça c'est beaucoup plus fluide et agréable aussi. Puis bon, ça permet de faire une interface facilement aussi assez jolie, c'est aussi agréable. Donc là, je vais aller prendre donc mon adresse que je vais aller copier dans mon navigateur. Alors j'ai déjà ouvert mon navigateur, donc je vais pouvoir changer le partage pour aller sur le navigateur. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est Pourquoi je le vois pas? Ah, alors si je vois pas mon navigateur, c'est pas cool. Vas-y, il est là. Cher. Voilà. Donc je vais aller dans mon navigateur. Alors la fenêtre. Quand je déplace la fenêtre de Zoom qui est juste au-dessus de la barre d'adresse, bon, je mets dans le bras. Est-ce que j'arrive? Je veux cliquer. Voilà. Donc là, je copie mon adresse. Alors, je copie mon adresse dans le navigateur. Alors, il me demande un petit mot de passe parce que quand je suis sur un serveur à distance, évidemment, il faut que je sécurise un peu le truc si quelqu'un d'autre vient se connecter sur mon petit serveur. Donc, la première fois que vous lancez la WebView, elle vous demande de vous créer un mot de passe personnel, un login mot de passe personnel pour sécuriser ça. Et donc là, j'arrive dans l'interface graphique où je vais retrouver alors un peu de métriques, la durée du run, le pic, les pics de mémoire physique qu'il y a eu, combien il y a eu d'allocations dans la mémoire. Et puis, alors ça c'est plus pour jauger quand j'analyse mon profil, quand je donne à quelqu'un, il y avait combien de mémoire sur la machine sur laquelle j'ai tourné pour faire mon profil. Euh, je retrouve quelques exemples du run. Voilà, c'est quoi le serveur où j'ai tourné, c'est quoi la version de l'outil, la commande que j'ai lancée de mon programme. Bon, quelques informations parfois utiles, voilà. L'allocateur que j'ai utilisé, ça permet de savoir d'où il vient sur le malloc. Ça permet des fois de comprendre ce qui se passe quand on utilise des allocateurs custom. Et puis des métriques globales, hein, je vais trouver, alors je vais pas les détailler ici, mais voilà, la mémoire physique pique, parce qu'en général c'est celle-là qui fait que votre application doit se faire tuer à la fin s'il y a un problème. Le nombre d'allocations, le nombre d'allocations mémoire cumulées que j'ai fait pendant l'allocation, quand ça devient trop gros, ça y a un souci. Et donc on voit par exemple que des fois, mon outil, quand je vois qu'il y a des chiffres qui me semblent trop importants par rapport aux autres, qu'il y a un décalage de certains, je veux dire c'est peut-être ceux-là qu'il faut regarder et puis mettre un petit warning. Voilà, on peut mettre une petite souris dessus puis il va essayer de me dire tiens, regarde ça, peut-être que alors bon, là le chiffre est petit, mais par rapport aux autres, il est un peu plus gros que les autres, donc ça vaut le coup de regarder. Là, il y a voilà, par rapport à la mémoire consommée, il y a beaucoup de variables globales, donc il va me dire bah tiens regarde, est-ce que c'est peut-être un problème, faut peut-être regarder. Voilà, ça veut pas dire qu'il faut forcément régler, mais peut-être que là, ça vaut le coup de regarder ce truc. Il peut y avoir sur les autres, il y a des critères que j'ai mis, alors ils sont pas parfaits, mais des fois, quand je vois quand moi j'ai jugé que de ma connaissance, il peut y avoir des problèmes avec, je sais que l'outil essaie de dire, la regarde s'il y a un petit souci. Les seuils sont pas parfaits, hein, et en plus, je les mets pas toujours à jour, voilà, en fonction tous les processeurs qu'il y a aujourd'hui, bon, faut jauger, hein, mais. Et puis il va donner un petit résumé, voilà, les top 5 fonctions qui font des allocations, c'est lesquelles?
Les allocations cumulées, ce qu'elles allouent le plus en sommant sur tout le programme, ce qu'elles ont fait, bah, c'est lesquelles. Au moment du pic, c'est lesquelles qui consomment beaucoup. Ça, en général, c'est ça qui m'intéresse quand mon programme s'est fait tuer parce qu'il n'y a plus de mémoire sur le nœud. Les fuites mémoire, voilà, elles sont où? Et puis, bah, je vais pouvoir maintenant, à partir de là, cliquer. Allez, le pic, au moment du pic, tiens, qui c'est qui fait les allocations au pic? Je clique. Et là, je vais me retrouver. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai pas, voilà, pourquoi j'ai pas les sources? Ah, j'ai pas fait mon test. Qu'est-ce que j'ai fait? Euh, Effet démo. Normalement, j'ai les sources à noter. Pourquoi il ne trouve pas mes sources? Alors, j'ai pas testé avant. Bon. Donc normalement, j'ai les sources à noter comme je vous ai montré dans la démo. Donc en cliquant sur les fonctions, j'ai alors, parce que aussi c'est une version que je suis en train de patcher là. J'ai pas pris la version stable aussi. Pas malin de ma part. Du coup, normalement, je clique sur la fonction et j'ai les fonctions à noter. Puis je vais pouvoir, voilà, il va me dire il y a 80 mégaoctets sur telle ligne et qu'on sort. Euh, je vais quand même essayer de juste refaire le profil avec la version recompilée. J'ai fait, parce que j'ai fait le test à l'heure, normalement ça marchait. Euh, voilà. Est-ce que j'ai plus de chance si je fais ça? Non. Mais bon, j'ai fait des patchs et la version qui est installée en plus, c'est pas celle que j'ai dans mes sources, là, je viens de penser. Bon, je vais pas perdre de temps pour. Euh, voilà, donc je vais avoir les sources. Ce qui va m'intéresser aussi parfois, c'est le call tree. Hein, surtout pour les sources, on va aller les regarder quand on commence à viser un peu ce qui nous intéresse. On va aller avoir mis en rouge qui c'est qui fait le plus d'allocations. Alors comme je disais, il y a toutes les métriques. Hein, vous l'avez aussi pour dans, la même chose dans le côté source. Je vais pouvoir aller regarder qu'est-ce qui qu'est-ce que je vais regarder, qui c'est qui alloue de la mémoire, combien il y en a, c'est quoi les durées de vie courtes. Hein, ceux qui allouent un truc pour 1000 cycles processeur, c'est lesquels qui font ça. Les tailles allouées. Donc là, il y a les lifetime. Qui c'est qui fait le recycling ratio, par exemple? Est-ce qu'il y a une fonction qui passe son temps à réallouer en permanence ce qu'elle a, hein? Si elle réalloue 500 fois la mémoire qu'elle utilise, peut-être que si elle l'avait alloué une fois au départ de l'application, au lieu de le refaire tout le temps pendant la courte durée de vie, ça peut peut-être s'éviter. On peut s'épargner des choses, d'accord? Donc on va avoir après sur le graphique et là encore une fois on va pouvoir aller descendre dans le graphique en double-cliquant sur les différentes zones pour aller descendre dans le graphique et on peut aussi aller pareil aller voir les sources pour sauter sur les sources directement. On peut exporter le graphique aussi si on veut le donner à quelqu'un. C'est annexe. Je vais aller voir le graphique des tailles, hein, ce que je vous disais, les exemples. Là, j'ai toutes les tailles qui sont données, Donc là, j'ai essentiellement des allocations de 64 octets, hein, le malloc 64, comme vous voyez tout à l'heure dans la fonction B, par exemple. Et je vais avoir des graphiques aussi au cours du temps. C'est quoi les tailles que j'alloue? Ça aussi, c'est intéressant des fois. Hein. Des fois, il y a des moments de l'application, je commence à faire que des petites allocations ou que des grosses. Ça me permet de comprendre un peu ce que c'est la façon de fonctionner de l'application, de voir ses phases aussi. Et puis si je commence à faire beaucoup de très grosses allocations en permanence à des moments, peut-être qu'il faut que je réfléchisse un peu à ce que je fais. Ou beaucoup de toutes petites, si c'est énorme. Pareil, il faut que je réfléchisse. Les réallocs, ça c'est plus annexe. Alors c'est marrant, ça, il y a très peu d'outils qui le fournissent, mais du coup on peut voir les sauts qu'on fait. Combien de fois je passe de 0 à là. Alors là, il y a des sauts de 0 à 168 octets, de 0 à 32, de 32 à 0. Et puis, alors, ça c'est un peu plus anecdotique, à quoi ça sert ce type de page, parce que finalement les realocs, il y en a assez rarement dans les applications, encore que ça arrive aussi. Et puis on va pouvoir voir là d'une manière visualisée, c'est quoi tous les sauts que je fais. Voilà. Là je passe de 0 à 32, et puis alors je vais de 0 à 68 et je passe de 32 à 0 par exemple. Euh, voilà un petit peu ce qu'on peut regarder avec l'outil. Alors désolé pour les sources, attendez, je peux vous montrer un petit exemple plutôt en allant sur le site web. Si vous allez sur le site web, donc il y a quelques exemples. Je vais pas vous en montrer un. euh, des sources à noter. Voilà, on va aller. Mince. Comment je peux. Il m'a ouvert l'onglet, mais l'onglet est sous le bouton de. Voilà. Hop.
Voilà. Donc voilà le type d'annotation que je vais avoir du coup. Hein, comme je disais, je vais aller sur mon main. Donc là, c'est exactement le fichier que je vous disais, hein, le simple case là. Ce que j'ai normalement, c'est que je vais avoir. Donc là, je suis sur l'allocation count. Qui c'est qui est en nombre d'allocations qui m'a fait les mallocs. Donc je vais aller atterrir directement. Donc quand on clique sur le fichier, il va directement Malte essayer de me mettre directement sur les petites zones rouges là, celles qui font le plus. Hein. Donc il essaie de descendre dans le fichier aux endroits où j'ai les hotspots. Et je me retrouve directement sur là où il y a le plus d'allocations, si c'est allocation count que je regarde. Si c'est en termes de volume alloué, ben, ce sera le volume. Et puis voilà. Et puis quand je clique sur la petite bullette ici, bah, je vais avoir la call stack qui a mené à cet endroit-là avec le détail à chacun des étages de combien j'avais d'allocation à cet endroit-là. Hein, comme on a quand cache grind, hein, même logique. Et en prime, je vais avoir ici bah, les statistiques hein, que je vais avoir. Par exemple, bah voilà, combien j'avais de fuites, combien j'ai alloué de mémoire, combien j'ai libéré de mémoire à cet endroit-là. Au pic, cet endroit-là, ce qui est alloué à cet endroit-là, au moment du pic, ça impactait combien? Ça, c'est intéressant parce que souvent, c'est une métrique qu'il n'y a pas trop dans les autres outils, ça. Au moment du pic, je veux savoir qu'est-ce qui s'est passé, ça vient d'où ce qu'il y a au pic. Voilà, je vais pouvoir aller regarder ce genre de choses. Et là, je vais avoir de manière statistique sur les allocations qui ont été faites, donc en termes de taille. Donc là, vous avez le minimum, la moyenne et puis le maximum. Ça se balade entre 16 octets et 1 mégaoctet, avec en moyenne 2 kilooctets. Voilà, c'est plutôt des petites que des grosses. Euh, Au moment des free qu'il y a derrière ça, bah, je vais retrouver des choses. Le lifetime, donc là, désolé, j'ai cliqué sur probablement une fonction qui est au-dessus, pas sur le point du malloc ici. Hein. Donc c'est normal que j'ai des free qui sont donnés. Je regardais le haut de la pile. Si je suis sur le malloc ici, bah, les free forcément il y en a zéro à cette ligne. Hein. Donc, la lifetime, bah, du coup, les allocations qu'il y a ici, elles vivent combien de temps? Alors, c'est donné en cycle processeur. Je n'ai pas voulu donner en secondes parce que quand on parle d'allocation, c'est intéressant de comparer avec combien de calculs le processeur est capable de faire normalement, estimé. Voilà, donc entre 1000 et puis 1 million de cycles, on va dire. Alors, celles qui sont vers 1000, si j'en ai beaucoup vers 1000, 1000 cycles, il faut savoir, 1000 cycles, bah voilà, c'est vraiment en termes d'utilisation, c'est très court parce que faire une allocation, ça va déjà vous coûter entre 500 et 1000 cycles. Hein, en gros, si elle est un peu grosse l'allocation. Bon, bah si je la garde, sa durée de vie c'est 17 000 cycles, bah peut-être qu'il faut que je réfléchisse un peu. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que je pouvais pas la faire soit durer plus longtemps pour l'utiliser mieux, soit éviter enfin, faire l'avoir mis sur la pile par exemple au lieu de la louer sur le tas avec ma lock, à voir ce qui est indispensable. Bon, parfois je peux pas régler et puis ben tant pis, c'est comme ça. Mais là, ça permet de jauger les choses. Voilà. Je vais m'arrêter ici pour ce qui est des mots et pour ce que je présente. Et puis Ok, s'il y a bah, des questions. bah merci Sébastien. On a plein de questions, donc on va les faire dans l'ordre. Première question d'Adrien. Pourquoi est-ce que ce n'était pas possible de diminuer ou de réutiliser les allocations sur l'appli de ta thèse? Pas le sujet principal de la Ouais, présentation, mais voilà, ouais, ouais. quand on a parlé. Alors, pour l'application en question, c'était 1 million de lignes de C++, écrit par une dizaine de physiciens au CEA, un code qui date enfin, qui a été commencé à être écrit, il y avait probablement enfin, 5-6 ans pour le gros du code, il y avait des parties qui dataient d'avant. C'est un code qui qui tournait au moment où j'y étais ça faisait partie des rares codes qui tournaient sur 100 000 cœurs. Hein. Donc, autant dire qu'on change pas, on peut pas changer comme ça aussi facilement les choses dans un code pareil. Donc eux avaient fait des efforts en fait déjà pour les réduire, mais bon à un moment donné c'est difficile et puis bon eux c'est des physiciens aussi, ils avaient autre chose à faire dans leur truc. Et puis même quand on embauche un informaticien dans un code comme ça, eux faut qu'ils soient sûrs que leurs calculs sont sortis sont corrects à la sortie, hein, parce que bon on était au CEA, voilà il y avait des garanties de ce que ça calculait à la sortie aussi à garantir, sous-entendu pour cette garantie il y a des moments à chaque fois qu'on veut faire des changements il faut prendre le temps de discuter donc ça prend du temps. Euh, donc bon, c'est possible sur le papier, mais soyons clairs que c'est un effort énorme. Voilà. Donc à un moment donné, l'idée c'est de dire, c'était bah finalement s'il y a des allocateurs qui déjà permettent d'améliorer les choses de base, est-ce que ça vaut pas le coup de regarder ce qu'il y a à faire. Voilà. Bon, sachant que moi, ma thèse c'était, moi j'étais programmation système. Hein, notre but c'était aussi d'étudier sur les Nonuma en question comment on gérait mieux les choses, pas que pour cette application, mais aussi pour les autres qui avaient sur place, hein, parce que bon, c'était pas la seule à avoir ce genre de problème. Et puis bah moi, ma thèse aussi, c'était, moi je partais d'en bas dans le système d'exploitation. Moi, au tout départ de ma thèse, j'étudiais au niveau des caches et consorts les problèmes qu'on avait
au-delà de la pure question des mallocs eux-mêmes. Voilà. Donc en termes de placement aussi, hein, moi on aura l'occasion peut-être d'en discuter l'école parce que c'est un autre sujet qui sera abordé aussi à un moment. La façon dont sont placées les données dans la mémoire, en tout cas à l'époque, c'est moins vrai aujourd'hui sur le nouveau processeur, mais ça peut parfois aussi poser problème. Moi, c'est ce que j'étudiais au départ, qui était pas juste de réduire le nombre, mais de dire aussi il y a un problème à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on fait? Et on s'est rendu compte en route qu'on pouvait aussi résoudre le problème du nombre qu'ils avaient en fait. Donc, enfin en tout cas améliorer les choses et tempérer. Et puis l'autre question qu'il y avait, c'était la question du NUMA, c'est-à-dire que les enlever, c'était pas juste les enlever, c'est que nous, comme on étudiait le gros NUMA qu'on avait là avec ces processeurs, la question c'était pas juste les enlever, c'était aussi dire bon bah s'ils les enlèvent eux à leur niveau, fallait que eux fassent attention au NUMA correctement, d'accord? Donc nous la question c'était est-ce que nous au niveau de notre gestion, s'ils gardent leur malloc, on peut nous pas essayer à notre niveau prendre en charge des choses un peu mieux et faire en sorte que finalement ce soit caché à l'application, hein. C'était aussi ça mon sujet de thèse aussi. Et en fait, finalement, dans leur cas à eux, oui, on arrivait à largement améliorer les choses sans en passer par que eux aient à tout changer, en fait. Voilà. Alors bien sûr qu'à la fin, s'ils pouvaient changer de leur côté, ben, tant mieux. Et en fait, peut-être qu'il faut aussi effectivement commencer par ça, d'accord? Mais bon, la vraie vie est que finalement, quand on constate, c'est pas que sur cette application-là. Finalement, si vous regardez les codes qu'il y a partout, enfin, je veux dire, on ne sait pas résoudre ces problèmes, en tout cas en temps raisonnable, et c'est toujours difficile d'aller demander aux développeurs de faire le problème. D'où la question que j'avais après de dire, bah, faisons un outil qui permet de pointer les problèmes aussi, parce qu'en fait, bon, leur dire, faites-moi dans les allocations. Moi, au moment de ma thèse, il n'y avait pas d'outil pour aller regarder, donc même moi, j'avais du mal à aller leur dire qu'est-ce qu'il fallait qu'ils améliorent dans leur code, hein. D'où le fait que Malte finalement est une manière aussi d'aider à résoudre les problèmes. Et là, oui, maintenant de dire, on peut aller, maintenant qu'on sait où elles sont, aller résoudre là où on peut. Voilà. Ok, juste après, c'est la question complémentaire d'Adrien qui bah, se relie un peu aussi à ce que tu as fait en thèse. Il propose aussi d'utiliser un allocateur avec une politique de libération moins générale que Malloc ou Free, un petit peu comme celui que tu as développé pendant ta thèse. Donc, voilà. Si. Ouais, Moi, j'avais alors plus en après, tête les choses comme les arena allocators et les bump Mhm. allocators, quoi, des trucs où tu peux faire plusieurs allocations, mais tu libères tout à la fois. En fait, on utilise souvent ça en graphique. Et voilà, bah, alors pour du code qui s'y prête, c'est beaucoup moins cher que d'avoir un truc qui est capable de libérer n'importe quand, n'importe quelle allocation, quoi. ouais, alors en général, ce que ça revient, c'est avoir une espèce pas de cache, je perds mes mots. Ouais, bon, de cache mémoire si vous voulez au-dessus de l'allocateur. Si vous dites, je demande à l'allocateur 1 gigaoctet, puis je fais un sous-allocateur dedans. En gros, c'est ça l'idée, hein. D'accord? C'est ça. Voilà. En l'occurrence, c'est ce qu'ils faisaient déjà dans cette application. D'accord? Et justement, en vrai, ça posait des gros problèmes parce que bien sûr, eux n'avaient pas pensé au NUMA. En fait, ce truc à la fin passait son temps à échanger des très grosses allocations avec le système d'exploitation en dessous. Ce qui en fait était le problème que moi j'étudiais, c'est qu'en fait, en faisant ça, en fait, ils avaient fait pire que s'ils utilisaient l'allocateur par défaut, en fait. Ça, Euh, effectivement, ça a du voilà. sens que si l'arena, elle vit longtemps, pas Oh, un truc que tu mais disais louer, tu rajoutes le temps. c'est Ouais. pas non plus que vie longtemps, parce que par exemple, eux, ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils avaient des arénas adaptés aux différentes phases de leur application, d'accord? Avec le problème que ça posait, comme leur application était aussi limite en termes de consommation mémoire que bah, du coup l'allocateur il va toujours faire attention de paquet au niveau global les allocations correctement pour réduire la consommation globale de l'application, d'accord? L'Arena, en général, ce qui va se passer, c'est que comme on commence à les séparer, eh ben on consomme plus parce que bah, chaque Arena qu'on a alloué, elle consomme 100% de ce qu'elle a demandé, d'accord? Et après, bah, libérer sa mémoire, etc. Ça veut dire qu'on augmente la consommation mémoire de l'application quand on fait ça. Ce qui était leur cas en l'occurrence. Et donc nous, ce qu'on essaie de dire, c'est ben non, redonner la main au niveau de l'allocateur et on voit au niveau de l'allocateur comment on peut faire mieux pour vous. En fait, c'était ça la question qu'on avait nous. Alors bien sûr que des fois l'Arena est finalement une très bonne façon de résoudre. Et en fait, l'Arena, on peut la mettre dans l'allocateur. Moi, c'est ce que j'avais fait. En fait, moi, j'avais mon allocateur au-delà de certains aspects permettait de demander des arénas spécialisées à des moments dans l'allocateur, mais qui étaient gérées par l'allocateur, donc lui avait la vue de ce qu'il fallait faire en fait, au lieu de le faire de manière totalement distincte au-dessus. Voilà. Ok. Dernière question d'Adrien. L'OS sait-il migrer automatiquement les pages mémoire qui sont souvent accédées par des CPU d'un même nœud NUMA vers ce nœud NUMA? Alors oui, c'est la solution qu'il y a aujourd'hui pour résoudre le problème.
Alors, à mon époque, c'était un truc qui était, enfin, au moment où j'étais en thèse, moi, enfin, et après en postdoc, on va dire, il y a les 3 années qu'on suivi, c'était quelque chose qui était encore difficile, pas très simple. Mais oui, il sait faire. Bon, aujourd'hui, le Linux le fait beaucoup mieux qu'à une époque, hein, donc ça s'est beaucoup amélioré depuis. Mal en bon an, ça résout pas tout. Et puis bon, la migration après coup, c'est pas gratuit non plus, quoi. Donc, ben, quand on s'est Oui, non, totalement planté avec ça, c'est c'est pas, pas gratuit, mais je pensais à des cas, genre quand tu fais du work stealing ou d'autres formes d'ordonnancement dynamique, bah à la fin, tu sais voilà. pas forcément où est-ce qu'il va se retrouver ton calcul, Dans quoi. les Donc cas c'est où, de pas toute mal façon, si à la fin, l'OS, on il n'a pas peut. de moyen de gérer de manière statique, effectivement, il n'y a pas de solution. Enfin voilà, c'est lui, bah, à ce moment-là, on délègue au système et puis on se dit, bah, fais ce que tu peux, quoi. D'accord? C'est ça, Euh, c'est mieux que rien, quoi. Que de voilà, dire, on s'est planté sur le first touch, tant pis, ça va rester pour toujours sur le voilà. mauvais nœud, quoi. Mais mal en bon an, encore une fois, la question, c'est à un moment donné de se rendre compte, est-ce que finalement, tu vois, même la question, c'est de se demander, est-ce que le système fait correctement, tu vois, est-ce que la détection qu'il fait, elle est bien, tu vois? Alors, bah, du coup, un outil comme NumaProf, ça peut permettre de regarder un peu. Alors, dans le cas où il fait la migration, moi, je me perds un peu pour l'instant parce que je suis pas notifié, donc. Pour question de performance, je vais pas demander à chaque fois au système où elle est la page. Donc il y a des choses à rajouter si je veux vraiment l'avoir jusqu'au bout ce truc-là. Mais ça peut permettre des fois aussi de comprendre aussi en termes qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que fait mon code, quoi. Et puis quand on peut éviter la migration, c'est mieux, hein. Ah bah de toute façon, oui. Voilà. Après, il y a des cas où on n'a pas le choix. Bon bah écoute, on fait ce qu'on peut à ce moment-là. Mais en fait, bon, moi c'est pareil. Moi je viens du HPC. Nous en HPC, on essaie d'avoir les trucs en MPI et qu'on sort, d'être un peu figé aussi dans les trucs parce que finalement c'est là qu'on a la perf à la fin en vrai. Après, ça veut dire qu'il y a des codes effectivement qui sont qui sortent un peu du cadre où ça a un vrai intérêt ces questions. Enfin, en tout cas, on peut y faire quelque chose de manière manuelle. Ok, il y a Mathieu qui nous dit arriver à accélérer des gros programmes en quelques heures de travail est un exploit, mais bon, quand tu as les bons outils, c'est justement toute la question du séminaire d'aujourd'hui. Florent qui demande est-ce que Malte pourrait intercepter aussi les appels à CUDA Host Register ou IP Host Register Alors la question c'est, on parle de Malte ou de Non, NumaProf là du c'est pas coup? punaisé sur GPU. En fait, Là, c'est Malte. c'est pas punaisé sur GPU si C'est alloué. tu empêches l'OS de la swapper, cette Enfin, oui, oui, mémoire-là. ouais, Et ça permet au GPU d'optimiser son DMA derrière quand tu transfères par le PCIe. Ouais, alors là, ce que tu voudrais dire, c'est que avoir connaissance, par exemple, de la mémoire qui est verrouillée pour savoir quelle quantité j'ai consommé et qui est vraiment bloquée et que le système peut pas réclamer pour swapper, par exemple. C'est ça la question? moi, je vois ça comme ça, oui. Ouais, alors si c'est ça la question, non, pour l'instant je l'ai pas fait. Oui, c'est faisable, complètement. Et ça va même au-delà de la mémoire purement GPU, c'est que par exemple quand on fait du RDMA, un MPI, quand il travaille sur de l'infini-band, par exemple, il fait ça aussi. Pour raison pratique, il est obligé. Donc oui, effectivement, sortir une métrique qui montrerait la quantité de mémoire qui a été verrouillée, bloquée, c'est possible aussi. Ouais, ça peut être intéressant à ressortir. Ouais, j'ai pas fait pour l'instant, mais ça peut être aussi à ajouter. Alors, c'est pas forcément trivial à aller le chercher, mais c'est parfaitement. Enfin, il y a des compteurs en fait. Alors, le sortir pour les graphiques temporels, ça c'est facile. Après, à dire quelle ligne de code, faut creuser un peu, mais c'est faisable. Ok, dernière question de Florent. Avez-vous déjà fait des tests sur des applications utilisées la pile ROCm pour des GPU AMD? Parce qu'apparemment, il a eu des soucis de blocage sur Adastra. Alors non. Ouais. Mais non, bon. Bah. Ensuite, question de Marc. Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation. Est-ce que l'on peut utiliser Malte avec MPI? Alors oui, oui, il y a même une option exprès pour ça. Alors avec MPI par contre, ce qui va se passer, c'est que Malte va dumper un fichier profil par processus. D'accord? Je construis pas une analyse globale. C'est pas parfait. Moi, j'aimerais bien faire un jour un truc qui fusionne à la fin les profils qui ont tourné des processus qui ont tourné sur le même nœud parce que ça aurait sens. Après, ceux qui ont tourné sur différents nœuds, non, ça n'a pas de sens de les fusionner parce que, bah, à un moment donné, parler vous voyez, de total d'allocation sur des nœuds différents, c'est pas ce qui nous intéresse. C'est vrai qu'au moins, il faut fusionner ce qui s'est passé sur le même nœud, ça aurait sens. Bon, c'est pas, voilà, ce que ça va faire, c'est sortir un fichier profil par rang MPI. Alors, si on dit rien, ça marche par défaut. Ce qui est un peu embêtant, si je fais Malt, alors en général, ce qu'on va faire, c'est MPI run, Malt et puis mon programme. D'accord? On va intercaler Malt entre les deux commandes. Si je dis rien, ce qui va se passer, c'est que comme on a vu, Malt, le nom du fichier, c'est mon programme-PID. Alors bon, -PID, quand j'ai mes rangs MPI, c'est un peu pénible parce que du coup, j'aimerais bien savoir qui est le rang 1, le rang 2, le rang 3. Donc si vous cherchez dans la doc, il y a une façon, j'ai encore le navigateur là du coup, ouais, super.
Où est-ce qu'il est mon... J'avais ouvert le... Ah, j'ai le truc de... J'allais dans la doc. Si vous allez dans la doc, vous avez... est-ce que je l'ai marqué là-dedans? MPI. Voilà, vous l'avez l'exemple ici. Donc la première fois, il va falloir préparer un wrapper parce que vous savez MPI, bon si vous utilisez OpenMPI, MPitch et consorts, faut adapter des choses. Mal, ce que je fais moi, c'est que on lui donne la commande MPI qu'on utilise. Alors si on lui dit rien, il va chercher tout seul la bonne. Donc on donne juste, on fait mal-prep MPI, il va préparer dans son home quelque part ce qui va bien pour le MPI qu'on est en train d'utiliser. Alors si on change d'entre-temps, faut refaire la commande. Et après, on fait mal-MPI et lui, il va injecter un petit wrapper qui fait que les fichiers sont nommés, au lieu d'être -PID, sont nommés -1, -2, -3, avec les rangs qui vont bien. D'accord. Mais bon, il va pas au-delà de ça pour l'intégration MPI. Bon, en général, ça suffit à répondre à nos problèmes, hein. Ouais. Voilà. Ok, bah c'est très bien. Comme ça, tu as déjà répondu à la question de Gérard. Du coup, tant que j'y suis, je me donne la parole à moi-même. Là, tu parles de MPI. Est-ce que tu as jeté un œil, par exemple, à d'autres solutions comme OpenSHMEM qui font de la Alors, bah, communication point à point ou... OpenSHMEM, en fait, moi, je suis agnostique du protocole de communication qu'on utilise, hein. Il y Oui, a donc pas, ça marche. Il y a pas donc, de... tout va non, bien. il n'y a pas, voilà. Après, OpenSHMEM, je sais pas ce qu'ils font pour la partie de gestion mémoire de OpenSHMEM. Si vous avez délégué à OpenSHMEM de faire des trucs, bah, alors soit ils font des malloc DR et là je verrai ce qu'ils ont fait. S'ils ont leur propre popote, bon, je verrai rien. Une petite remarque qu'on peut dire au passage. Alors, faut que j'adapte. Je l'ai pas mis là-dedans, je crois. Si on regarde le man page de Malte, euh, il est où? Ah non, bref, il y a un petit gars qui arrive parfois. Alors, par exemple, si vous voulez profiler Firefox, par exemple, vous allez retrouver devant un petit problème, c'est que Firefox, il intègre JVM-alloc, par exemple, en interne, d'accord, un allocateur à lui. Ça arrive parfois dans certains programmes hein, que les gens ont refait leur allocateur ou ont injecté, voilà, JVM-alloc, TCmalloc ou cela, sans avoir remplacé officiellement la commande malloc elle-même pour toute l'application, mais juste pour une partie. Hein, quand c'est comme ça, les gens, ce qu'ils ont fait, c'est que ben ils ont préfixé l'allocateur qu'ils utilisent et puis partout où ils veulent l'utiliser, ils mettent JE underscore malloc par exemple, JE underscore free, JE underscore cela. Moi, si je dis rien, bah Malte, il va pas voir ce qui se passe là-dedans, d'accord? Donc on peut avec la petite commande wrap aller dire que je veux aussi wrapper des allocateurs custom, d'accord? Alors si l'allocateur custom a tout nommé JE underscore malloc underscore free underscore realloc underscore machin, je me casse pas la tête, je dis underscore wrap préfixe, quand je dis le préfixe que j'ai mis devant toutes les noms de fonction, et puis du coup moi je vais passer à nouveau tous les trucs qui vont bien. D'accord. À condition que l'allocateur en question soit dans une bibliothèque dynamique à un point .so. Si jamais il est dans l'exécutable directement, là je peux pas me hooker dedans. On aura l'occasion de discuter pourquoi peut-être pendant l'école. Ok. Une petite question aussi sur ta matrice d'allocation. Ouais, Là, tu nous as dit donc il faut absolument qu'elle tende vers une matrice diagonale, comme ça on ouais. est En sûr que tout ça cas se que passe la bien. partie la plus rude soit, soit dans la diagonale, ouais. Dans les exemples que tu nous as montrés, des fois il y a des threads qui ont des trous. Ça veut dire que c'est négligeable par rapport aux autres ou ça veut dire qu'on est vraiment à zéro? Alors des Parce que trous. c'est bizarre que ton thread il consomme rien. Du coup, tu sais pas pourquoi il est là. Ou alors il fait que du calcul, il alloue pas de mémoire du tout et du coup c'est pour Alors, ça que. quand tu disais des trous, attendez, je vais remettre les slides du coup hop, je vais basculer sur hop. Tu l'as montré plusieurs fois. C'est Bah, celui. celle-là, par exemple, tiens, bah, voilà, Ouais, c'est très bien. Là, tu ouais. vois, Alors, tu as plein de threads, ils ont des trous, mais du coup, ça veut dire que c'est négligeable par rapport aux autres, ou ça veut dire qu'ils là, quand tu font dis les trous, tu veux dire. le gris, là, les Alors parties le grises. gris, c'est il y a eu zéro. Donc, il n'a pas fait d'allocation du tout. Il a fait Il n'y a pas potentiellement que du pas d'accès. calcul Voilà, c'est ou access, ouais, donc pas d'accès. D'accord, pas c'est d'accès. zéro. Ouais. Ok. Gris, c'est zéro. D'accord. Il n'y a pas eu Ah, c'est d'accès. vraiment zéro, c'est pas Oui, c'est négligeable zéro. ou. Ok. Alors en gros, c'est gris zéro, puis après, bah, il y a le gradient je sais plus de bleu à rouge, quoi. Je crois que c'est ça que j'ai mis. Ok. Et ben, on est arrivé au bout des questions. Donc, si vous avez une dernière question, c'est le moment. Alors, juste, ouais, nous, ma prof est un peu plus prospectif et puis probablement peut-être un petit peu moins stable aussi que Malte. Malte, je l'ai passé sur il est passé sur des très gros codes. Hein. Donc, et au CERN, je l'avais passé sur des codes. Il y en a un, c'était quoi? On avait passé 2 millions. Hein, il y avait un truc comme ça. Donc, en général, lui, il tient le coup.
Nous, ma prof, je l'ai passé sur des codes assez conséquents, moins gros quand même. Voilà. Moi, je l'utilise aussi moins souvent, donc j'avoue, n'hésitez pas s'il y a des problèmes à me reporter. Je dis pas que j'ai forcément le temps de répondre dans la seconde, mais en général, j'essaie de suivre. Ok, bah, tout le monde a l'air d'être très content. Il y a plein de merci dans le chat. Euh, bon, bah, vu que c'est presque 11h30, je vous propose qu'on s'arrête là. Alors, bah, encore merci Sébastien pour ce webinaire. Je crois que tu seras bombardé de questions à l'école, très certainement. Voilà. Et merci, merci tout le monde pour être venu assister à ce webinaire. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour faire un peu de sorcellerie en C++, avec du C++17, des algorithmes, C++20, 23 et compagnie. Euh, et bah, d'ici là, bonne journée et à la prochaine. Merci à tous. Plus.